dernière, on parlait de quels sont les comportements qui favorisent justement la réussite entrepreneuriale. Et aujourd'hui, on parle des comportements qui précipitent cette fois-ci l'échec d'un projet entrepreneurial. Francis sourit déjà, il rit même d'ailleurs. Donc, on parle de ça aujourd'hui. C'est le quotidien des entrepreneurs, c'est le quotidien sur 100 entreprises qui ouvrent en janvier. Il y a 50 qui ont fermé avant décembre. Voilà. Et celles qui arrivent à célébrer leur premier anniversaire après ferme. Et on se rend compte que c'est pas forcément parce que le marché est difficile, mais il y a aussi la responsabilité de l'entrepreneur. Oui, l'entrepreneur y est pour beaucoup. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel ce dernier arrive sur le marché. Ça dépend de son ambition, ça dépend de son comportement, ça dépend de ses valeurs. Bref, on verra un ensemble de choses qui expliquent pourquoi certains n'arrivent pas à fêter leur 5e anniversaire. Waouh! Nous, on était même à 2 ans. Hein. Nous, parce qu'on parlait de... Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut même pousser? C'est-à-dire, j'ouvre un restaurant. On a fait le constat, Cathy et moi, aujourd'hui, on a une belle idée. On se dit, OK, je prends l'exemple du restaurant. On se dit peut-être que comme tout le monde mange, ça ne peut pas... Ça va être difficile qu'on échoue. Parce que tout le monde aime manger. Bon, maintenant, alors, j'ouvre au bout de 6 mois. Je n'entre même pas déjà dans mes premiers fonds. Je ne rentre pas dans ça. Mais, et puis, en même temps, et au bout de presque 1 an, on est déjà en train d'ouvrir un 2e restaurant alors qu'on n'a même pas encore fini de stabiliser le premier restaurant. Alors, quelles sont les astuces ou alors les mobiles, ou alors, je ne sais pas moi comment est-ce que je vais appeler ça, pour pouvoir réussir, pour éviter justement de se retrouver dans un échec entrepreneurial? Alors, un business ce n'est pas que l'idée. Un business, c'est aussi la gestion. On peut avoir la meilleure idée, le meilleur projet entrepreneurial, mais si on est incapable de le gérer, on va l'asphyxier, il va finir par mourir. Et dans la gestion, nous avons les règles de gestion qu'on enseigne à l'école, qu'on enseigne lors des séminaires d'entrepreneuriat, mais il y a aussi le comportement de l'entrepreneur. Il y a aussi les valeurs de l'entrepreneur. Lorsqu'un entrepreneur veut réussir, il est obligé de changer de comportement. Il est obligé d'adopter un état d'esprit qui va favoriser l'éclosion de son business. En d'autres termes, quand on devient entrepreneur, il y a des comportements à avoir et des comportements dont il faut se débarrasser. Après ça, vous avez les règles de gestion qu'il faut observer. Quand on est un manager, il y a une façon de diriger son entreprise. Parce que un business, c'est une entreprise avant tout. Il y a une façon de gérer. Maintenant, il y a des gens qui ont le mauvais comportement, qui n'ont pas le comportement approprié, et qui aussi parfois pêchent par une mauvaise gestion de leur entreprise. Conséquence, ils ferment, pas parce que le marché est rigide, pas parce que la concurrence a fait de l'ombre, mais simplement parce qu'ils ont été incapables de fructifier leur business. On prend le cas du restaurant. Vous ouvrez un restaurant. Parfois, vous ouvrez un restaurant parce que vous vous dites, écoutez, nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup d'entreprises, donc les gens cherchent à manger à la pause et parfois aussi le matin, avant de commencer le travail. Donc, si nous créons un restaurant à tel endroit, il est possible qu'on se fasse une clientèle stable et qu'on gagne un peu d'argent. Au départ, c'est ça l'idée. Et parfois, c'est une très bonne idée. Maintenant, on se demande, un restaurant, ça fonctionne avec une bonne cuisine. Avons-nous les personnes pour faire la bonne cuisine? On pêche, on trouve les personnes qui savent faire la cuisine. Maintenant,
on met sur le marché les plats, des plats intéressants, mais sauf que la personne qui gère, le porteur de l'entreprise a du mal à bien payer ses collaborateurs qui sont en ses bras droits. Parce que votre restaurant, sans vos meilleurs employés, sans vos meilleurs collaborateurs, n'est plus le beau restaurant que vous avez créé. Alors donc, parfois, celui qui gère l'entreprise veut tellement gagner qu'il va transformer ses collaborateurs en esclaves. Alors donc, lorsque le potentiel humain n'est pas valorisé dans un projet entrepreneurial, vous couvrez tout droit vers l'échec. Parce qu'il se passe quoi? Il se passe que vous allez commencer avec une équipe et puis après quelques mois, vous allez la changer parce qu'il y aura des départs. Parce que quand on n'est pas content de travailler sur un projet, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on claque la porte. Maintenant, il y aura un départ, deux départs. Imaginez un peu que votre cuisinier, qui fait la force de votre restaurant, s'en aille. Quand il s'en va, vous allez vous dire, je prends quelqu'un d'autre, vous prenez quelqu'un d'autre, le temps de former la personne, le temps que la personne s'habitue et qu'elle prenne ses marques, il se coule du temps et parfois vous perdez des clients. Ou alors, votre commercial le plus brillant, qui vous a permis, par exemple, en 6 mois, peut-être de vous faire connaître. À un moment donné, il se rend compte que son salaire n'est pas régulier. Il essaie de se plaindre auprès de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous levez la voix et vous le menacez. Et comme lui, il ne peut pas s'opposer à vous, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Maintenant, vous recrutez notre commercial. Le temps pour vous de former le nouveau commercial et qu'il s'habitue à votre service et qu'il trouve une bonne clientèle, le temps s'écoule, vous ne vendez plus, vous fermez. Donc, voilà comment le comportement même de l'entrepreneur peut causer déjà des problèmes. Et puis, vous avez un type d'entrepreneur qui sont souvent des femmes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à fond dans un projet, mais seulement elle a eu des entrées d'argent. Elle a eu des entrées d'argent et elle se dit, je vais créer un business. Elle a peut-être eu 5 millions, 10 millions. Elle n'a fait aucune étude de marché. Mais parce qu'elle a eu 10 millions, elle a eu 15 millions, elle se dit, je vais fructifier cet argent-là à travers un business. Et voilà comment elle crée un restaurant. Elle n'a pas pris le temps de faire l'étude de marché. Elle veut dire qu'elle ne sait pas si l'endroit qu'elle a choisi est un bon endroit. Elle ne connaît pas ses charges salariales. Ça veut dire que dans sa tête, elle se dit qu'avec 10 millions, je peux investir dans un restaurant. Elle investit et après, elle se rend compte que les 10 millions ont suffi à refaire les locaux, à acheter le matériel de cuisine qui coûte assez cher quand on veut la qualité, et qui a peut-être servi aussi à faire la déco de l'endroit. Et que maintenant, pour donc démarrer l'activité, elle n'a plus d'argent. Voilà. Alors qu'elle s'est déjà engagée, elle a déjà recruté des gens. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se battre pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois à faire des petits prêts à gauche à droite. Mais au bout de 6 mois, lorsque les charges salariales, notamment les charges locatives, les salaires, les impôts vont s'accumuler, elle ne pourra pas tenir, elle va fermer. Pourtant, si au départ, elle avait fait une étude de marché, elle aurait compris qu'avec 10 millions, je ne peux pas aller très loin dans mon idée de restaurant. Ça veut dire que je dois encore attendre d'avoir peut-être 15 ou bien 20 millions. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je ramène l'idée de mon restaurant à quelque chose de très petit pour un départ. Comme ça, je peux investir moins de 3 millions et tourner avec 5 millions. Donc, mettre en moyenne 8 millions sur les 2 premières années. Voilà. Le temps pour moi de voir l'affaire se développer. Voilà, vous voyez que là,
Pour la rendre plus forte. Plus fort, vous voyez que là, elle aura péché par ignorance. Mais ce n'est pas une excuse. Parce qu'elle aurait pu se faire accompagner par des spécialistes qui connaissent comment ça marche. Le fait d'avoir 10 millions ne veut pas dire que vous aurez un business de 10 millions. Vous pouvez avoir 10 millions sur votre compte bancaire, mais vous lancez une affaire de 3 millions ou de 2 millions. Parce qu'il y a un investissement que la plupart des entrepreneurs qui commencent ne prennent pas en compte. C'est lorsqu'on prend des locaux, surtout chez nous, il faut faire des travaux pour mettre les locaux à jour. Donc parfois, vous allez négocier un local que vous payez par exemple à 100, 200 000, on vous demande un an, vous dites c'est rien, ça fait 2,4 millions, vous versez un an. Mais après, vous vous rendez compte que les travaux de mise à niveau vont parfois être le double du loyer annuel. Donc voilà comment vous avez payé à un bailleur un an de loyer, c'est-à-dire 2 millions, 2,4 millions. Et bien vous êtes en train d'investir parfois 5 millions dans la mise à jour et la décoration du local. Quand vous arrivez, quand vous faites ça, vous êtes déjà plombé. Ah ça. Vous êtes déjà plombé. Donc c'est pourquoi, lorsque vous faites l'étude de marché, quand vous trouvez un local, faites une évaluation sommaire de ce que la décoration et la mise à jour, les aménagements pourraient vous coûter. Par exemple, vous avez l'idée d'un restaurant. Vous avez en tout et pour tout 10 millions de francs CFA. Et puis on vous dit le local va vous coûter 200 000. À première vue, ce n'est pas grand-chose. Parce que ça fait 2,4 millions. Vous dites sur 10 millions, je donne au bailleur 2,4 millions. Il me reste beaucoup d'argent. Mais maintenant, quand vous payez, on vous dit, écoutez, il faut faire la peinture. Il faut, par exemple, casser quelques pièces. Il faut agrandir. Il faut mettre la sono ici. Il faut faire la cuisine là-bas. Il faut... la dépense. Et puis, parfois, vous le faites coup par coup. Vous mettez 1 million, vous mettez 500 000, vous mettez 500 000, 300 000. Et puis après, au bout de 2 mois de travaux, vous vous rendez compte que vous aviez dépensé 5 millions. Ah ça. Maintenant, vous n'avez pas encore acheté les marmites chauffantes, vous n'avez pas encore acheté les tables, vous n'avez pas encore acheté les fourneaux. Vous voilà, vous avez déjà investi la moitié de votre capital. Et vous commencez maintenant à stresser. Vous avez déjà informé tous vos amis, la famille, que vous êtes en train d'ouvrir un restaurant. Et les gens vous attendent. Les gens attendent de voir votre restaurant ouvrir. Mais quand le jour où vous ouvrez le restaurant, vous êtes déjà endetté. Parce que vous n'aviez pas prévu cela. Donc vous voyez que l'ignorance de l'entrepreneur n'est pas une excuse, hein, mais c'est une grande cause d'échec. Les charges sur un projet entrepreneurial doivent être minimes. C'est-à-dire que quand vous lancez une affaire, si vous pouvez payer un loyer de 100 000 francs, payez un loyer de 100 000 francs, que de payer un loyer de 200 000. Ok. Premièrement. Deuxièmement, essayez d'évaluer les travaux. C'est pourquoi il est important parfois de payer des gens juste pour évaluer les travaux. Arrêtez de dire j'ai regardé et je pense qu'on peut faire ci ou ça. Non. Faites venir un spécialiste qui va regarder et qui va vous dire de manière factuelle. Alors ici, pour mettre à jour ces locaux, il vous faut tant. Maintenant, sur la base de ce rapport, vous vous engagez ou pas. Parce que quand vous commencez à faire les travaux sans avoir une idée précise de combien vous allez dépenser au finish, vous risquez de mettre trop d'argent. C'est vrai. Parce que parfois, on vous dit, madame, là pour la peinture, donnez 500 000. Vous dites, bon, c'est pas grave, 500 000 francs. Ok, c'est bon. Madame, pour casser le mur de derrière là et raccoler à l'autre mur, il vous faut environ 200 000. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, vous avez déjà dépensé 700 000. Après, on vous dit, madame, pour faire un restaurant chic, les carreaux là, il faut les décaper et mettre de nouveaux carreaux. D'accord, c'est combien? Vous voyez,
vous fonctionnez au coup par coup. Au coup par coup, mais votre budget est en train de s'amenuiser. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que pour lancer le restaurant, il faut des tables, il faut des chaises, il faut des fours, il faut des cuisinières professionnelles qui vous coûteront encore peut-être 5 millions. Maintenant, il y a un personnel. Et vous ne recrutez pas les gens pour leur promettre des salaires que vous ne payerez jamais. Quand vous lancez votre business, ayez les salaires de votre personnel sur au moins un an. Ouais. Demandez à un comptable ce que les impôts vont vous coûter sur la première année au moins. Voilà. Pour vous éviter le désagrément d'ouvrir, d'engloutir 10 millions, et puis après 2 ans, vous fermez. Vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Ça, on peut éviter ça. À condition de s'entourer de professionnels. Ayez un comptable qui va vous faire une évaluation sommaire de vos charges. Madame, vous allez payer le loyer à hauteur de temps. Vous allez payer les précomptes sur le loyer à hauteur de temps. Vous allez payer les salaires à hauteur de temps. Donc, globalement, sur le mois, vous dépenserez tant. Et ça, on ne prend pas en compte les courses du cuisinier. Ça, c'est autre chose. Parce que le cuisinier vous demandera un budget, parfois hebdomadaire. À vous dire, madame, nous préparons 200 plats par jour ou bien 100 plats par jour. Et voici nos spécialités. Nous faisons telle cuisine. Donc, toutes les semaines, voilà à peu près le budget que j'attends pour faire les courses. Parce que quand on a un restaurant, on ne fait pas les courses tous les jours. Non. On ne prend pas la tomate lundi. Non. Hey. On fait les courses, par exemple, les week-ends. Et quand on a fait les courses les week-ends, on sait combien de plats on va sortir de lundi à vendredi, mais de lundi à samedi. Mais si le cuisinier, après un mois, se rend compte que vous n'arrivez même plus à financer son marché, il va s'inquiéter. Vous n'arrivez plus à payer son salaire, il va s'inquiéter. Donc, l'un des premiers points qu'il faut prendre en compte, c'est le travail de réflexion, de planification avant d'ouvrir. Quand on a fait ce travail-là, on évite beaucoup de choses. C'est vrai. Deuxièmement, il faut faire une étude de marché. On ne dira jamais assez. La plupart des entrepreneurs locaux chez nous en Afrique ne font pas d'études de marché. Ils vous disent que c'est une perte de temps. C'est vrai. Ils vous disent de toutes les façons, mon idée va marcher. Il y a un marché pour ça. C'est quoi l'étude de marché? L'étude de marché, qu'on appelle market survey en anglais, c'est un exercice qui consiste à interroger le marché sur la capacité à pouvoir consommer ce qu'on voudrait produire. Okay. Ça dit que je déciderais par exemple des chips, c'est pas moi, des chips salés. On fait une sorte de petite enquête. Je fais une enquête. Voilà. Les chips. Est-ce que déjà, est-ce que les chips se consomment? Si oui, qui consomme les chips? Les femmes. D'accord. Et puis, est-ce que les chips salés apportent de la valeur ajoutée? C'est les hommes qui achètent. Est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait par exemple des gens qui soient intéressés par les chips salés et que ça ait un impact positif sur leur santé? Est-ce qu'il n'y a pas une couche de la société qui peut s'intéresser à des chips salés? Donc on fait l'étude de marché. Quand par exemple moi à l'époque je voulais ouvrir mon centre de formation, je m'étais interrogé sur 2 choses. Quel est le marché pour l'anglais aujourd'hui? Et à l'époque justement, il y avait une grande demande pour les formations en anglais, mais il y avait très peu de centres de formation. À l'époque, il y avait 2 centres. Donc il y avait un marché. Et quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que j'étais venu combler un besoin présent. Maintenant, 25 ans plus tard,
est-ce que le besoin est encore là? Oui, il est encore là. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux entrants? À ce niveau-là, je dis c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a tellement de prestataires de ce service-là qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sur le marché, il faut apporter une forte valeur ajoutée pour avoir de la place. Sinon, vous allez ouvrir et après 2 ans, vous allez fermer. Comme beaucoup de centres qui ont ouvert par la suite et qui ont fermé logiquement parce qu'il y a déjà des parts de marché acquises. Voilà. Donc, l'étude de marché vous permet déjà d'identifier les parts de marché. Qui sont les prestataires de ce service ou de ce produit qui occupent le marché dans lequel je voudrais me lancer? Maintenant, ces réponses-là vous permettent de vous préparer et d'apporter une solution idoine. Parce que sinon, vous vous lancez et puis après vous vous rendez compte que soit vous n'étiez pas préparé, soit vous n'aviez pas les moyens nécessaires pour rentrer dans ce marché, soit vous n'avez pas communiqué de la meilleure des façons possibles. Et tout ça revient encore à l'ignorance de l'entrepreneur. On ne rentre pas dans un marché parce qu'on veut rentrer. Il faut avoir des calculs en amont. Et ces calculs-là, vous venez pas savoir le faire, mais entourez-vous des gens qui vont vous aider à le faire. Ok. On fait d'abord le Vox Pop et on revient avec ta question. On va retrouver le Vox Pop et puis on revient avec les autres questions. Le Vox Pop qu'on va regarder tout à l'heure, Monsieur Thirion est descendu dans les rues de Yaoundé et a posé la question à l'homme de la rue, l'homme dans la rue, je préfère dire ainsi, pas l'homme de la rue, mais l'homme dans la rue. On regarde le Vox Pop. La première chose pour un projet, il faut d'abord l'étude du marché. Et c'est la chose la plus importante, parce que c'est le client qui fait la force, qui fera sa force. Et si sur le marché, si l'étude du marché est positive, il est bien certain que le projet qu'il est en train de d'engager va marcher. Mais si l'étude n'a pas été bien faite, il risque de tomber sur une situation assez difficile et il va croire que ce n'est pas possible alors que la difficulté vient juste du fait qu'il n'a pas mis tout le paquet pour l'étude du marché. L'étude du marché est donc primordiale et très importante pour chaque projet que l'on voudrait mener sur le marché. L'attitude qui peut faire en sorte qu'un projet n'aille pas dans les bonnes conditions, selon moi, il y a l'indiscipline parfois de certains investisseurs. Quand ils ne sont pas à côté de temps en temps pour voir comment ça se passe, vraiment, ils peuvent employer n'importe qui et n'importe qui fait de ça ce qu'il pense. Ils ne se comportent pas bien, les petits comportements qui chassent parfois les clients. Soit peut-être ils dépensent aussi plus que ce qu'ils gagnent. Bon, il y a ce que je connais. Le projet d'un jeune n'a pas un mauvais sens parce que le jeune crée une société et dans cette société, il met ces gens qui ne partent pas dans le même sens comme le dirait patron. C'est pour ça que la société rentre en arrière parce que le patron ne surveille pas ses partenaires qui sont dans la société. Il n'est pas là souvent et il ne contrôle pas sa société. C'est pour ça que ça rentre en arrière. Parce que quand un patron contrôle sa société, il est chaque jour au bureau, il fait les réunions avec ses partenaires, tout ça. C'est là que la société avance. C'est pour ça que le patron ne fait pas ses réunions des assises. La société va rentrer en arrière parce qu'il ne connaît rien qui se passe dans cette société. Il n'y a rien qui se passe, peut se passer qu'il n'est pas au courant. Il sait que sa société tourne. Le temps dans une société que le patron même ne fait pas les réunions, les assises avec des partenaires, il ne connaît pas ce qui se passe dans la société. C'est là qu'il se recouvre que la société est en train de rentrer en arrière, pour que la société avance. Ça ne peut jamais avancer parce qu'il n'y a pas de réunions, il n'y a pas les assises avec les partenaires. Ça ne peut même pas avancer. Au niveau, pour que l'entreprise ne puisse pas marcher, généralement, je pense qu'il y a d'abord les employeurs
il y a les employés, l'employeur à quel niveau, au niveau du salaire, sa manière de se comporter vis-à-vis de son personnel. S'il met une grande distance entre le patron et l'employé, ça crée déjà un problème. Laisser la charge à l'employé de se comporter, de bien se comporter et de prendre ses responsabilités parce que c'est un engagement de deux personnes vis-à-vis de la prospérité de l'entreprise. Donc pour moi, il y a l'entrepreneuriat, il y a les publicités, il faut penser à la publicité, il faut penser à revoir, à innover dans la structure, peut-être rendre la structure un peu plus agréable. Gang Business. Nous sommes retour, voilà. Oui, alors, le premier... Allons-y. Alors, la première personne qui est intervenue a été très... a tout dit, hein. C'est-à-dire que l'étude de marché est fondamentale et on ne le dira jamais assez. Et lors de mes séminaires avec les entrepreneurs, avec les porteurs de projets, je leur recommande toujours de faire une étude de marché. Vous avez des gens, vous avez des agences, vous avez des personnes, des professionnels qui peuvent vous aider à faire une étude de marché. Alors quand on dit étude de marché, ce n'est pas forcément que vous devez déployer beaucoup d'argent. En fonction de la taille de votre projet, on peut vous accompagner vers une étude de projet qui vous permettra de dépenser le moins possible. Mais l'étude de marché est incontournable. Parce que on doit savoir où on va. On doit savoir à qui on veut vendre. On doit savoir déjà si ce qu'on veut faire sera accueilli. Et accueilli comment? Et qui va l'accueillir? Est-ce que c'est les enfants qui vont accueillir le projet? Est-ce que c'est les femmes qui vont accueillir le projet? Est-ce que c'est les hommes de certain âge qui vont accueillir le projet? C'est quoi la cible? Parce qu'il y a des projets qui marchent très fort ailleurs, mais quand vous transportez le contexte, ça échoue. Parce que parfois, il y a des éléments qui ne se retrouvent pas dans ce nouveau contexte-là. Je connais une multinationale qui a lancé un produit alimentaire dans un grand marché, le Nigeria. Et là-bas, ça marche très fort. La même société vient ici et lance le même produit, échec total. Voilà. Parce que l'étude de marché avait été bâclée. Et à l'époque, justement, on reprochait au directeur marketing de n'avoir pas donné les moyens à l'agence qui était en charge de faire l'étude de marché. Donc l'étude de marché est fondamentale. Ce n'est pas une blague. Vous voulez vendre des chaussures. Vous voulez vendre des chaussures à qui? Est-ce que le marché vous donne la chance de vendre vos chaussures? Elles vont coûter combien? La concurrence vend les mêmes chaussures à combien? Et qui sont les concurrents de votre couloir? Parce que l'étude de marché permet également d'établir la concurrence potentielle. Vous aimeriez faire telle chose, voilà comment vos concurrents se comportent sur ce marché. Ou alors, vous n'avez pas de concurrent direct sur ce marché, mais voici par exemple le type de service qui se rapproche de ce que vous avez. Donc l'étude de marché vous révèle beaucoup de choses. Ne pas faire une étude de marché avant de lancer un projet entrepreneurial, c'est vraiment aller à l'aveuglette. Ensuite, on a parlé des erreurs de gestion. Alors, on ne va pas revenir sur les détails, mais on va dire que les erreurs de gestion sont l'ensemble des principes à observer que l'entrepreneur parfois refuse d'observer par ignorance ou alors parce qu'il est mal conseillé. Prenons un exemple banal, la gestion du personnel. La gestion du personnel obéit à des règles bien précises. Il y a une façon de gérer les gens qui travaillent pour vous. Si vous les gérez mal, vous aurez des problèmes parce que ces gens-là vont soit partir, soit boycotter le travail. Je prends un autre exemple. On peut avoir une entreprise et ne pas communiquer. La communication, c'est comme respirer.
pour un être humain. Alors, communiquer veut dire s'affirmer. Communiquer veut dire présenter ses services. Communiquer veut dire rappeler au public que nous sommes là et que nous offrons des services. Quand vous refusez de communiquer et vous demandez à vos employés de se battre à vous ramener de la clientèle, vous pensez à quoi? Cathy fait ça. Quand vous refusez de communiquer, vous dites à votre personnel que vous avez 0 budget de communication. Et vous êtes là et vous attendez que ces gens se décacassent et vous ramènent des clients. Ils vont le ramener comment? Sur votre marché, il y a des concurrents qui, eux, investissent, qui, eux, font de la communication, qui font du marketing, qui font un ensemble de choses. Et conséquence, les clients vont aller vers ces gens-là. Parce qu'une entreprise qui communique est une entreprise qui montre ce qu'elle sait faire et ce qu'elle peut faire. Une entreprise qui ne communique pas, même si elle a le meilleur service, finit par s'enfoncer. Ça me rappelle l'anecdote qu'un grand frère m'a racontée. Il me dit, dans son village, il y avait une grand-mère qui disait qu'elle a les meilleurs arachides et qu'elle n'a pas besoin qu'elle arrive au marché de faire la publicité. Oui. Parce que les autres grand-mères avaient recruté des jeunes qui allaient dans les quartiers de la ville et qui criaient à la sauvette et qui disaient « telle grand-mère vend les meilleurs arachides ». Et donc, l'autre grand-mère qui était sûre d'avoir les meilleurs arachides et qui ne communiquait pas, a fini par fermer son comptoir. Parce qu'à un moment donné, les gens sortaient de loin pour aller vers les grand-mères qu'on connaissait et qui communiquaient. Donc, on a fait la publicité. Voilà. Donc, dit qu'on a le meilleur service et qu'on n'a pas besoin de communiquer dessus. Seulement le service là va communiquer seul, quoi. C'est faux. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ouais, Francis. Francis, you deliberately refuse that. Et ce n'est pas possible que Cathy pose une question. Cathy, I'm telling you, I have questions. Cathy. I'm making my hand like this. I want to ask a question. He's already there. You deliberately refuse that you're not going to answer my questions today. No problem. C'est comme la femme du chef Bouddha. 55 minutes, on est tenu par des... No problem. It's okay. It's okay. Parce que Cathy, c'est son domaine. Depuis là, je suis en train de faire comme ça là. Francis me regarde, il fait comme ça. Il ne veut même pas. En tout cas, même en offre, il va répondre. Non, il doit répondre à les gens qui regardent. Free coaching for your business. No, not for me only. If I have to ask questions, it's because I want the audience to. No, it's okay. Can we have a part? Can we have a part 2? No, it's okay. Can we have a part? Because he's not going to be detailed in my question. Can we have a part 2? Oui, c'est vrai quand même qu'on a fait, on a eu moins de temps, on a travaillé, c'était sur 30 minutes. Peut-être on fait pas tout la semaine prochaine. Can we have a part 2? Pas tout la semaine prochaine. I just feel like he has so much. On t'a entendu au quartier. Let's have a part 2. I feel like Francis has so much to say, and the time frame was just too small. Let's have a part 2. Yes. Maybe the management mistakes. Yes. What are they, and how can they be avoided? Yeah. Because there's one thing you forgot, like the behavioral characteristics of entrepreneurs. I think it's one of the things that causes the failure of a business as well. Okay, let's have a part 2. Part 2, we'll come back on the managerial mistakes. The managerial mistake. And the behavior. And the behavior. Managerial mistakes. Les erreurs managériales. Let me put it down. Les erreurs managériales et les attitudes. Voilà. Les erreurs managériales et les attitudes. Aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur l'étude de marché. Voilà. Managerial mistakes and what? Les erreurs managériales. And attitude. And poor attitudes. And poor mistakes and poor attitude. Okay. Donc les gens ont compris que l'étude de marché est incontournable. Voilà. Ça, on a acquis ça aujourd'hui. Maintenant, la semaine petit prochaine, 2, nous allons sur le petit 2. Petit 2, on parlera des mauvaises habitudes et des erreurs managériales. Okay. Les mauvaises habitudes et erreurs managériales. Parce que malheureusement, quand vous ouvrez votre business, vous vous dites que c'est ma chose, je vais gérer.
Et ça nous tue. Mais après, ça vous rattrape. Ça nous rattrape. Allez, merci Francis, merci à toute l'équipe de The Rendez-vous et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi avec le révérend Messina. Bien sûr, vous retrouvez Francis Hérette sur les réseaux sociaux, francisherette.com ou Francis Hérette sur Facebook. Voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez. Et si vous avez besoin d'être accompagné, vous êtes une entreprise, vous faites appel à lui, tout simplement, il sera là. Il va se pointer, mais c'est au prix de quelque chose. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.